M. Bachan, qui a commandité la conférence. Vous le connaissez-vous, M. Bachan? C'est important. Alors, c'est le député d'Outremont, c'est à titre de député d'Outremont qui nous a subventionné cette conférence. Et je souligne son mérite d'avoir eu comme idée de faire venir des spécialistes. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je fais d'abord un test pour savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Alors, bienvenue à cette conférence qui s'intitule « Ne vous faites pas avoir, comment prévenir la fraude financière ». Je veux remercier M. Davignon et l'Observatoire Vieillissement et Société pour cette invitation. Ça nous fait plaisir d'être ici et de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, tout d'abord, on aimerait vous faire une courte présentation de l'Autorité des marchés financiers. Vous nous connaissez peut-être de nom, mais peut-être vous ne savez pas ce qu'on fait exactement comme activité. Ça sera court, je vous le promets. Ensuite, on va avoir quelques petits trucs pour investir de façon éclairée. On va voir qu'il est possible de détecter la fraude et on va vous donner pas mal de trucs, on espère, pour déjouer la fraude, la reconnaître et même aussi comment la dénoncer. On va voir qu'il est possible de porter plainte à l'Autorité des marchés financiers et aux services policiers et dans quelles circonstances il faut le faire. Et évidemment, on va vous inviter à une période de questions à la fin de la conférence. Michel et moi, ça nous fera plaisir de répondre à quelques questions à la fin de la conférence. Alors, tout d'abord, qui nous sommes à l'Autorité des marchés financiers? C'est l'organisme qui réglemente les marchés financiers au Québec. Quand on parle de marché financier, ça veut dire, on parle de finances, on parle d'actions, d'obligations, tout ce qui est valeur mobilière, ce que vous achetez comme placement. Mais les marchés financiers, ce sont aussi les services d'assurance que vous recevez. Alors, si vous avez une assurance vie, si vous avez une voiture, vous avez certainement une assurance automobile, votre assurance habitation. Alors, tout ce qui est assurance, c'est réglementé par l'Autorité des marchés financiers. C'est aussi les institutions de dépôt comme les caisses populaires. Alors, les caisses populaires sont réglementées par l'Autorité des marchés financiers. Alors, vous voyez qu'on couvre pas mal de secteurs et c'est pour ça qu'on dit chez nous, il y a une seule porte pour vos questions en matière financière. Si vous avez des questions, vous nous appelez et on a des agents à notre centre d'information qui sont formés pour répondre à vos questions. C'est un organisme qui a été créé en 2004. Pourquoi ça a été créé en 2004? C'est qu'avant, il y avait plusieurs organismes qui s'occupaient de tous les sujets dont je viens de vous parler. Maintenant, il n'y en a qu'un seul, c'est l'Autorité. On est financé entièrement par l'industrie, c'est-à-dire que les représentants, les conseillers financiers paient des cotisations. Les entreprises du milieu des services financiers paient des cotisations à l'Autorité des marchés financiers et c'est comme ça que fonctionne notre budget de roulement. Alors, je vais inviter Michel à nous parler de la prochaine section, c'est-à-dire investir de façon éclairée. 1, 2, on va faire un autre test. Vous m'entendez? Investir de façon éclairée. On entend ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Probablement, combien d'entre vous détiennent encore des investissements dans des actions? Obligations, fonds communs de placement. Ah, bon, tous une bonne proportion qui investissent. Investir de façon éclairée, c'est simple, c'est pas simple. Ça veut dire savoir dans quoi on investit. Hein? M. Davignon nous a parlé de quelqu'un qui offrait des genres d'investissements offshore. Il n'était pas trop sûr de ce que c'était. Il a évité d'investir là-dedans. Il a probablement fait la bonne chose. Hein? C'est de savoir, de comprendre dans quoi on investit. C'est aussi de savoir avec qui on investit. Hein? C'est une connaissance, c'est un voisin. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un permis avec l'Autorité des marchés financiers? Il faut connaître la personne, quelqu'un qu'on connaît peu, qui vient nous offrir des investissements miraculeux. Il faut se méfier. Donc, méfiez-vous. Il faut évidemment que vous connaissiez aussi comme investisseur. Des actions, ça peut être risqué. Hein? C'est plus risqué que des CPG ou des obligations d'épargne. Donc, si vous avez peur du risque, si le risque vous empêche de dormir, investir seulement 100% de votre portefeuille dans des actions, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, investir de façon éclairée, ça veut dire connaître les placements, premièrement,
connaître la personne avec qui on investit, s'assurer que la personne détient un permis d'autorité. On va vérifier comment on peut faire ça un petit peu plus tard. Et se connaître comme investisseur. Si on est un investisseur qui n'aime pas les risques, encore une fois, on ne met pas 100% de son portefeuille en action. Quand je vais Valérie et moi, on va parfois dans des résidences de retraités où on va rencontrer des retraités de la fonction publique ou ailleurs. Les gens nous demandent, moi je suis rendu à 75, 70 ans, mais je sais qu'ici les gens, vous êtes tous des gens beaucoup plus jeunes que ça, mais la règle d'or, peu importe un petit peu l'âge qu'on a, la règle d'or, en fait la règle d'or, ce n'est pas une règle absolue. Si vous voulez savoir, par exemple, quelqu'un qui est rendu à 80 ans ne devrait pas normalement détenir plus que 20% dans des actions. OK? Le truc, c'est de prendre l'âge, c'est de prendre 100 moins votre âge. Quelqu'un qui a 20 ans pourrait détenir, encore une fois, ce n'est pas une loi absolue, 80% en actions. Okay? À mesure qu'on avance en âge, on essaie de diminuer nos placements risqués parce qu'on a moins de temps pour se refaire les poches. Okay? Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue parce que des gens, même rendus à 90 ans, ils mangent de ça, les investissements. Il y en a d'autres qui, à 20 ans, ne peuvent pas dormir quand les marchés montent et descendent. Donc, pour eux, ils n'auront jamais 80% en actions. On va passer à la prochaine acétate. Détecter la fraude, c'est un sujet, malheureusement, que les gens aiment ça en entendre parler. Malheureusement, c'est toujours présent, ça va toujours être présent. C'est qu'on va vous montrer quelques fraudes classiques, comment les identifier, comment les éviter, et dans certains cas, comment les dénoncer. On dit qu'au Québec, 4% des Québécois ont déjà investi dans un placement frauduleux. Okay? 4% qui ont déjà investi. En moyenne, je pense que c'est à peu près le montant moyen investi dans une fraude au Québec est de 8 626 $. Ça, c'est en 2009. C'est quand même un bon montant. Hein? Parce que des fois, on pense que... Je vais essayer de me tasser de l'écran. On dit que ce n'est pas un gros montant, mais par exemple, pour une mère monoparentale, pour quelqu'un qui est pour une personne âgée, se faire frauder de 1 000 $, c'est déjà trop quand on a de la misère à faire l'épicerie. Ce qui arrive aussi, quand on se fait frauder, même quand la police attrape ou l'autorité attrape le fraudeur, l'argent est perdu. Hein? Soit que le fraudeur a déjà tout dépensé l'argent, il fait faillite, il se fait envoyer en prison. Vous reverrez pas, souvent vous ne reverrez pas la couleur de votre argent. Donc, il y a très peu de chances, suite à une fraude, de récupérer votre argent. Donc, raison de plus pour être très prudent. Qui sont les gens qui sont les plus susceptibles d'être fraudés? On pensait à l'époque que les gens qui se faisaient frauder, plus souvent, étaient les gens qui avaient peu ou pas d'éducation. Mais ce n'est pas le cas. Les gens qui ont souvent peu ou pas d'éducation, comme c'était le cas de mes grands-parents, n'investissaient pas dans des choses qu'ils ne connaissaient pas ou peu. Mes grands-parents étaient surtout dans des CPG et des obligations d'épargne. Ce sont des gens qui ont, un petit peu comme le monsieur qu'on peut voir à l'écran, là, qui ont un excès de confiance. Certaines femmes disent que leurs maris d'âge mûr ont trop confiance en eux-mêmes, ils savent tout. L'homme d'âge mûr serait une cible plus facile. Des gens qui ont un niveau de scolarité élevé. On voit souvent, nous, à l'autorité, des médecins, des avocats, des notaires qui se font avoir. Ce sont des gens qui sont hautement scolarisés, ce sont des professionnels, mais ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent dans certains cas, mais qui souvent n'ont pas le temps de s'occuper de leurs affaires. Donc, ils investissent à gauche, à droite, et n'importe comment, et se font frauder. Des investisseurs autonomes, des gens qui investissent par eux-mêmes sur Internet. Hein, ils sont toujours à l'affût de la bonne affaire. Ils investissent, ils n'appellent pas à personne, ils se font avoir. Encore une fois, plus nombreux de victimes. Des gens prêts à assumer des risques. Des gens, quand on entend des fois les gens, ils nous disent « Moi, je joue à la bourse », comme si c'était au casino. Hein? Puis ils prennent des risques à gauche, à droite, font un petit peu des cowboys. Ces gens-là sont plus susceptibles de se faire frauder. Là, je pense qu'on arrive à la portion vidéo. On va vous montrer le témoignage d'une dame qui, malheureusement, a été victime de fraude.
Je m'appelle Marlène Gagnon et je suis une victime de fraude. Ben moi, je me suis fait frauder de 55 000 $. C'est de l'argent que j'avais gagné à l'Auto-Québec. Puis ça a parti avec mon beau-frère, lui, qui était dans ça. Ça faisait quand même 1 an et demi qu'il était là-dedans. Lui, ça marchait très bien. Tous les mois, il y avait 1200 pièces parce que lui, il avait déposé 100 000. Plus que tu déposes, plus que tu retires à tous les mois. Là. Puis c'est 50 du montant que tu déposes. Fait que moi, j'avais décidé de déposer 55 000. Parce que je m'avais dit, je vais le placer 2 ans, mais que mon contrat de 2 ans finisse. Mani était placé pour 2 ans. Mais que mon contrat de 2 ans finisse, là, je vais avoir un gros cash pour payer ma roulotte. Puis, et ça s'est pas déroulé comme ça. Puis là, c'est ça, à tous les mois, moi, je fais des chèques au nom qu'ils me disent. Puis en plus, il m'avait dit qu'il allait m'envoyer un beau certificat de 25 000, comme de quoi que j'avais déboursé cela. Puis les autres, ils m'avaient dit, nous autres, on joue avec ça, mais il n'y a aucun risque. Il m'a emmené des dossiers, des plans que je pouvais emprunter, que j'aurais pu emprunter de m'acheter une maison. Fait que lui, quand il m'a tout compté ça, puis il m'emmenait des papiers, des certificats, des diplômes. Il m'envoyait un diplôme par la malle. Bon, on avait des réunions 1 fois par 2 mois. Il louait des motels. Puis là, il fallait donner 25 $ pour le buffet. Puis il y avait des belles paroles. Puis... Moi, j'ai pas fait les démarches avant parce que je me disais, ben mon beau-frère, il est là-dedans, puis lui, il a l'argent. Tu sais, il y en a, et ça rentre à tous les mois. C'est après que j'ai fait les démarches. Chez qui cette personne-là? Je suis montée à Montréal. Après ça, je me suis dit, voyons, Marlène, pourquoi tu l'as pas fait au début? Tu l'aurais perdu ton argent si tu aurais tout fait tes démarches là. C'est sûr que j'en ai voulu un peu à personne qui m'a fait rentrer là. Parce que dans le fond, ça se trouve être mon conjoint qui m'a fait connaître son beau-frère, puis là, c'est sûr que j'en ai voulu. Je peux pas dire que j'en ai pas voulu. Je suis vraiment menteuse, là. Mais dans le fond, je me dis, c'est pas de sa faute non plus. Tu sais, c'est à moi, elle n'a pas signé chèque, puis... Tu sais, c'est à moi, elle allait faire les démarches que j'ai faites à la fin, dans le fond. Moi, ce que ça a fait changer dans ma vie, c'est d'arrêter de faire confiance au monde. Parce que moi, je suis une personne qui fait confiance à tout le monde. Mon Dieu, ça sera revenir en arrière, là. J'investirais dans ma roulotte que j'ai toujours rêvé d'avoir. Un chez nous à moi. Que je serais capable d'accueillir mes enfants, mes petits-enfants dans la maison. Alors, c'est ça, c'est le cas de Marlène Gagnon qui a accepté de faire un témoignage pour nous. Vous savez, on avait demandé aussi à des hommes de venir témoigner, tout le monde a refusé. Fait que les seuls témoignages qu'on a eus, c'est les témoignages de femmes. Alors, je sais pas, c'est ça qui arrive aussi quand on est victime de fraude. Des fois, on la dénonce pas parce qu'on a honte. Mais il n'y a pas de honte à se faire frauder. Comme vous savez, elle a perdu confiance. Elle voulait investir dans une roulotte, elle a investi dans ces produits-là. On va revenir sur quelques-unes des... Il y a quelques indices qu'on aurait pu, entre autres, quand ils ont dit qu'ils allaient jouer avec ça puis que ça allait être sécuritaire, mais que ça allait avoir des hauts de rendement. On va en reparler un petit peu plus tard. Ça, c'est un indice qu'il y a une fraude qui peut être en cours. Il y a des fraudes qu'on appelle classiques. Ça existe depuis au-dessus de 100 ans, mais ça revient toujours sous différentes formes. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler des fraudes à la Ponzi? C'est quand même quelques personnes ici. Monsieur Ponzi, c'est un monsieur de Boston qui a vécu à Montréal dans les années 20. On voit ça encore aujourd'hui, ce type de fraude-là. La fraude à la Ponzi, c'est que moi, je viens ici, par exemple, je vends des placements à monsieur, je vends des placements à madame, à monsieur, à madame, puis aux gens à l'arrière aussi.
Puis, au début, ce que je prends l'argent de M. Davignon, je vous en donne un petit peu. Je dis, ça, c'est vos rendements sur les placements. Puis ça commence à rentrer tous les mois, ça va bien. De plus en plus de gens qui investissent avec moi. Je remets un petit peu d'argent. Je paye Jean avec Jacques, puis Jacques avec Jeannette. Mais il n'y a rien en arrière de tout ça. Le reste de l'argent, je me le mets dans les poches. Puis à un moment donné, il y a des gens qui commencent à me redemander « Ah, j'aimerais ça avoir mon capital. » 1, 2, 3 personnes qui demandent à avoir leur capital. Mais là, vu qu'il n'y a rien en arrière de ça, puis que moi, je me suis payé une piscine, puis un chalet, etc., à un moment donné, la structure s'effondre. Là, à un moment donné, vous ne recevrez plus de rendement ou d'intérêt chaque mois. Vous allez m'appeler. Au début, je vais donner des excuses, puis à la fin, je vous retournerai pas vos appels. C'est que c'est de l'argent qui est... La combine à la Ponzi, c'est que je paye une personne à une partie des rendements un petit peu avec l'argent d'une autre personne, mais le capital, je le gagne, je le garde. Donc, à un moment donné, la structure s'effondre. On voit souvent ces cas-là. La promotion des titres de vente, ça, c'est encore plus facile aujourd'hui pour un fraudeur avec l'Internet. Hein? Je crée une société coquille ABC Inc. et je vais sur Internet. Je vends des actions de ça, puis j'ai des amis qui vont sur des blogs, sur des forums et qui vendent la compagnie ABC Inc. Hey, c'est donc incroyable, cette compagnie-là. Ça promet la croissance, le coût, l'action monte artificiellement. Vous allez acheter à prix fort. Je vais vous vendre mes actions de ABC Inc. Et à un moment donné, je vais me pousser. Et là, à un moment donné, le marché va se rendre compte que c'est du vent. L'action va repiquer du dé. Mais moi, je vais être parti dans les Caraïbes ou quelque part et vos actions vendront à peu près plus rien. Encore une fois, ça va être juste du vent. Donc, c'est de la promotion. Je parle des rumeurs, des bonnes rumeurs sur une compagnie. Un coup que vous avez acheté, un coup que je vous ai attrapé comme poisson, je me sauve. En gros, c'est ça la promotion de type. Puis c'est facile sur Internet parce que je peux moi, c'est Michel Guerrier-Py, mon nom, mais sur Internet, je peux m'appeler Jean Tremblay. Hein? Puis mettre une fausse photo, n'importe quoi, puis partir ça des blogs et faire partir ça. C'est très facile sur Internet. Donc, il faut être très prudent avec les nouvelles sur Internet. Une autre fraude classique, les rachats d'actions. Souvent, ce qui va arriver, mettons, avec le cas d'ABC Inc., vous vous êtes rendu compte que c'est du vent. L'action que vous aviez achetée 25 $, elle vaut maintenant 50 cents. Là, moi, qui vous a fraudé une fois, j'ai vos noms. J'ai une liste avec vos noms et j'avance à un autre fraudeur. Il achète ma liste, moi j'empoche l'argent, et là, il va soit vous appeler, soit vous envoyer un courriel. Il va dire, écoutez, les actions que vous aviez payées, 25 $ qui valent aujourd'hui 50 sous. Moi, j'ai un client en Angleterre, il faut absolument que d'ici un mois, il fasse une perte en capital. Hein? Il est prêt à vos actions à 50 sous, lui, il est prêt à vous les acheter à 15 $. Vous dites, faites le calcul, là, ben, je vais me racheter un petit peu. Je n'aurai pas au moins complètement tout perdu. Sauf qu'il y a des frais d'ouverture de dossier. Okay? Là, vous allez payer les frais d'ouverture de dossier. Ce qui va arriver, il va se payer. Il va se pousser avec vos frais d'ouverture de dossier. Évidemment, il ne vous rachètera jamais vos actions de 50 cents à 15 $. Donc, ça on appelle ça le rachat d'actions. Les fraudeurs, un coup qu'ils vous ont fraudé, puis ils savent que vous faites un bon poisson, entre guillemets, ils peuvent revendre la liste à un autre fraudeur à bon prix. On voit ça. Et si tu me permets, Michel, on a su que, évidemment, s'il y a quelqu'un qui a été fraudé une fois, il fait partie d'une liste qui est vendue à un tel prix. Si vous êtes fait frauder 2 fois, votre nom se retrouve sur une autre sorte de liste qui est vendue encore à plus fort prix. Donc, c'est malheureux, mais oui. Il y a comme un enchaînement. C'est comme vous devenez membre VIP d'un club de fraudeurs. Hein? Les groupes d'affinité. On voit ça souvent, la fraude par groupe d'affinité dans les groupes ethniques. Hein? Ça peut être la communauté chinoise, la communauté russe. Des gens qui se connaissent, qui fréquentent les mêmes lieux. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive un petit peu plus fortuné que les autres. Il y a une relation de confiance qui s'établit. Moi, j'ai une belle jeune Ferrari, j'ai un manteau de fourrure, j'ai des beaux bijoux. C'est parce que mon beau-frère me fait faire des placements qui rapportent beaucoup. Puis vu qu'on est dans la même communauté et on est des amis, il serait peut-être prêt à venir faire une présentation ici.
Et puis là, vous pourriez investir vous autres aussi et devenir très forte, avoir d'excellents rendements. Évidemment, il va prendre de l'argent pour les soi-disant placements. Et évidemment, le beau-frère et le monsieur vont disparaître dans la nature après. On voit ça souvent aussi aux États-Unis, dans un groupe d'affinité, quand ils font des levées de fonds pour les églises. Hein. Le toit coule, n'importe quoi. Moi, on pourrait investir, attendre rendement dans un an, avoir un nouveau toit. La communauté investit pour faire réparer l'église, mais le bon catholique ou le bon protestant, après ça, se pousse avec l'argent. Le hameçonnage, Exemple? c'est, vous en avez un bel exemple à l'écran devant vous, Desjardins. Ça pourrait être aussi la TD, ça pourrait être la Nationale, la Banque de Montréal. Vous recevez un courriel. Combien d'entre vous ont un compte, on reçoit des courriels à la maison? Font des transactions bancaires en ligne? Un petit peu moins. Donc, c'est ça, c'est le genre de courriel. Moi, je travaille à l'Autorité des marchés financiers, puis j'en reçois. J'en ai reçu un la semaine passée de la Scotia, mais je n'ai pas de compte à Scotia. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de piger dans mon compte ou qui sont en train de remettre à jour leur système de sécurité. Et ils vous demandent d'aller cliquer sur le lien en bleu en bas. Vous cliquez sur le lien, ça a l'air de Desjardins, tout est beau, sauf que ce n'est pas vraiment Desjardins. C'est un site qui peut être hébergé en Ukraine, en Afrique, en Asie, qui ressemble à Desjardins. Puis là, ils vont vous demander votre numéro d'assurance sociale, votre NIP, etc. Puis après ça, ça va être le party. Hein? Ils vont avoir toutes les informations qu'ils ont besoin. Souvent, ce qui nous sauve au Québec, d'une certaine façon, c'est le fait français. Puis ils vont nous envoyer des courriels bourrés de fautes, puis des accents aigus pas aux bonnes places, etc. Donc, on est un petit peu protégé à ce niveau-là. Moi, il y a une couple de semaines, j'ai reçu un courriel de la femme de Bill Gates. Ah, peut-être un fraudeur, si c'est pour du offshore, soyez très prudents. Donc, j'ai reçu un courriel de la femme de Bill Gates qui voulait me remercier parce que j'avais fait du bénévolat. J'étais bien content. Elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe aussi, c'était en anglais, puis elle voulait m'offrir beaucoup d'argent. Mais évidemment, je devais payer un frais de genre de dédouanement. Je pense pas que c'était la femme de Bill Gates qui m'a envoyé un courriel. Donc, il faut être excessivement prudent avec ça. Les banques, c'est très rare, sinon impossible, qu'ils nous envoient ce genre de courriel-là. Donnez pas d'informations comme ça en ligne, par courriel. N'allez pas sur des sites, à moins que vous êtes vraiment sûr que c'est le site de Desjardins. Dans le doute, que ce soit Desjardins, Banque nationale, Banque de Montréal, appelez à votre succursale pour vérifier. OK? Mais encore une fois, ce genre de courriel-là, on en a plein dans nos boîtes, boîtes de courriel, puis il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir comme ça. Soyez excessivement prudents. En tout cas, vous faites comme moi, sacrez ça à la poubelle. Oui. Non, c'est ça, on reçoit souvent des... Oui. Puis oui, puis c'est des concours qu'on ne se souvient pas, on ne s'est pas inscrit à ça, puis vous recevez ça, de recevoir 500 000 €, des choses comme ça, puis c'est quoi cette histoire-là? Mais évidemment, ils disent toujours, bon, vous avez des frais de douane. Après ça, exactement, ça sert contre vous. Oui. Monsieur? Moi, on m'a rapporté qu'il y avait une adresse, ces courriels-là. Il y avait une adresse de Desjardins, hameçonnage Desjardins. Donc là, il y avait une équipe d'experts. Oui. Oui, vous pouvez l'envoyer aussi, vous pouvez dénoncer ça à Desjardins. Eux, après ça, ce qu'ils vont faire, ils vont s'arranger pour faire fermer ce genre de site-là. Sauf ce qui arrive, les gens vont se faire fermer leur site, mettons en Ukraine, mais ils vont l'ouvrir, ils vont en faire un similaire 2 jours plus tard. C'est très difficile à contrôler, mais vous avez fait la bonne chose. Oui. C'est une fraude. Oh, on a une autre question, Michel. Oui. Oui. Normalement, vous devriez avoir le HTTPS puis d'avoir un petit signe de cadenas.
Normalement. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est ça, c'est pas le. Un coup que vous allez arriver dessus, c'est pas le vrai Desjardins. Mettez-les, essayez d'utiliser pour ça votre ordinateur à la maison. Passez par, probablement, vous l'avez mis dans vos favoris. Vous avez déjà mis le site dans vos favoris dans le passé. Passez par ça ou rentrez l'URL manuellement. Oui, ça aussi, il faut faire très, très, très attention. Oui, il faut le rafraîchir de temps en temps, oui, effectivement. Je pense que... On a une autre question, en Ah. arrière? Ça a été populaire aussi l'an passé. Effectivement, ils peuvent aller dans les boîtes de courriel avec des logiciels pirates ou ils s'arrangent avec Facebook. Maintenant, ils ont beaucoup d'informations, pas nécessairement sur les aînés, mais sur vos enfants, vos petits-enfants. Il y a eu des cas où des gens ont appelé, se faisant passer, par exemple, ils appelaient la grand-mère, faisaient passer pour le petit enfant. Écoute, je me suis fait pogner avec de la drogue à Cancun, j'ai eu un accident. Puis là, la grand-mère dit, je ne reconnais pas ta voix, mais c'est parce que j'ai la mâchoire cassée, puis le nez aussi. Mais là, j'ai besoin de 15 000 $, sinon je vais passer une semaine en prison. La grand-maman envoyait ça à Western Union, il y a quelqu'un de l'autre bord qui attrapait ça. Merci, bonjour. Oui, ça a encore lieu de nos jours. On a eu le cas récemment du monsieur à Repentigny qui s'est fait avoir par des Africaines. On a vu ça. Ça a été... je pense que c'est une fraude de 90 000 $. Il faut être excessivement prudent quand on est en ligne. 35,82 $ était prêt et que je n'avais qu'à cliquer donc sur le lien pour fournir les informations demandées pour recevoir directement mon remboursement d'impôt. Donc, les fraudeurs, ils vont toujours trouver, là, on en voit quelques-uns, mais ça va être, ils vont jouer sur la surprise, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et il y en a que c'est leur travail à temps plein de trouver des façons de soutirer de l'argent. Et surtout sur Internet, les fraudeurs savent calculer, 1000 victimes à 100 $ par victime, ça va très, très vite. Donc, même si c'est une petite somme, il faut quand même se méfier parce que c'est de cette façon-là que les fraudeurs réussissent à soutirer beaucoup d'argent. Et il faut dénoncer aussi parce que même si c'est une petite somme, on s'est fait avoir de 20, 25, 50, 100 $. Des fois, ça ne nous tente pas d'appeler l'autorité ou d'appeler la police. Parce qu'on se dit, je me suis fait avoir, mais là, c'est fini, je ne me ferai plus avoir, puis ça me tente, je ne veux plus penser à cette histoire-là. Mais ça peut empêcher, le fait que vous dénonciez, ça peut empêcher qu'il y ait des milliers d'autres victimes qui se fassent prendre. Donc, nous, on encourage beaucoup à ce que vous dénonciez la fraude. Si vous voyez des tentatives de fraude, on veut le savoir. Oui, madame? Vous n'avez pas été bien accueillis. Oui, vous pouvez appeler et l'autorité et la police. Ça se peut qu'ils ne peuvent pas rien faire, mais le fait d'avoir l'information, s'ils sont capables d'agir pour empêcher d'autres fraudes, probablement que vous ne serez pas capable de récupérer votre argent. Si on le dit, une fois que vous avez donné l'argent, c'est sûr qu'il est dépensé, il est presque très rarement récupérable. Donc, il faut oublier ça. C'est pour ça qu'on fait nos recherches avant. Je voulais vous parler de quelques cas. Oui, madame? Ah, OK, vous avez été victime d'une tentative de fraude. Ah. Oui. Madame? Alors, Marie, elle a reçu une indemnité d'assurance suite au décès de son époux. Donc, quand il y a une police d'assurance-vie, dans ce temps-là, il y a quand même des montants qui sont assez élevés. Et à travers son groupe d'amis,
il y avait un monsieur qui plaçait déjà de l'argent pour une de ses amies, qui avait des bons résultats. Donc, son ami lui a dit, écoute, moi, je te réfère mon conseiller financier, c'est extraordinaire, j'ai de bons rendements, tu peux lui faire confiance. Alors, évidemment, le monsieur lui a promis du 20 % d'intérêt sans aucun risque, garanti. Et ce que mon collègue Michel disait tantôt, c'est qu'il y a une règle en matière d'investissement, plus la possibilité de rendement est élevée, plus le risque est élevé. Et il faut toujours se demander, c'est garanti par qui? Est-ce que c'est garanti par le fraudeur? Si c'est garanti par le fraudeur, ça ne vaut pas grand-chose. Puis ça peut paraître gros, 20 % d'intérêt. Il y a des gens qui croient à ça et qui se font embarquer là-dedans. Je vais vous dire, oui, il y a des gens qui se font embarquer. On leur promet du 150 % d'intérêt. Et ils embarquent là-dedans et c'est gros. Et savez-vous pourquoi les gens embarquent là-dedans? C'est parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance en la personne qui leur propose des placements. Et c'est ça l'élément de faiblesse, c'est que si c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous avez confiance, vos mécanismes de sécurité baissent et vous vous dites, c'est mon ami depuis 5 ans ou c'est quelqu'un que je connais, ça m'a été référé par ma sœur. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'appeler l'autorité des marchés financiers pour vérifier si cette personne-là a le droit de vendre des placements, pour vérifier si cette personne-là elle a déjà été condamnée pour des amendes par l'autorité des marchés financiers. Donc, on a fait une tournée de conférence avec M. Guy Mongrain. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a été victime de fraude, M. Mongrain. Puis il expliquait ça, comment il avait été, physiquement, il avait été blessé parce que c'était son ami depuis de nombreuses années. Puis il dit, maintenant, quand je parle d'investissement avec quelqu'un, même si c'est mon ami, j'enlève ma casquette d'ami et je mets ma casquette d'investisseur. Alors, je fais mes devoirs, je pose mes questions, j'appelle l'autorité des marchés financiers. Il disait que c'était l'erreur qu'il avait faite, c'est d'avoir juste pensé à sa relation d'amitié puis de ne pas faire aucune vérification. Donc, l'élément de confiance est très important. Puis c'est pour ça que des gens se font avoir à des rendements qu'on se dit, mon Dieu, ça se peut pas qu'il ait cru à ça. Ben oui, ça se peut. On a eu quelques cas aussi où il y a des gens qui font des transactions en ligne. Ils s'ouvrent des comptes de courtage à escompte pour acheter des actions, des obligations. Puis ils ont l'air d'avoir du succès. En tout cas, ils en parlent comme s'ils faisaient des bons coups puis il y avait beaucoup d'argent. Et moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas comment faire pour m'ouvrir un compte de courtage à escompte. J'aimerais ça faire comme mon ami, mais je ne m'y connais pas très, très bien en investissement. Alors, mon ami me dit, écoute, moi, je suis là-dessus toute la journée, alors ça va me faire plaisir, je vais t'aider à t'ouvrir un compte de courtage à escompte. Donne-moi ton mot de passe, puis je vais pouvoir faire des transactions en ton nom, comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir bénéficier de mes bons coups. Alors, moi, j'ouvre un compte de courtage à escompte avec lui, je lui donne mon mot de passe. Bien, là, malheureusement, ce qui s'est passé, entre autres, une fois, c'est que la personne, elle ne faisait pas du tout des bons placements, là, puis évidemment, le compte s'est vidé, ça n'a pas été long. Tout a perdu de valeur, et dans le deuxième cas, bien, l'argent a été vidé carrément. Donc, évidemment, il ne faut jamais donner son mot de passe. Encore une fois, même si c'est un ami, on ne le donne à personne. Alors, un autre cas, on a un représentant, ou quelqu'un qui s'appelle un représentant en assurance qui se promène dans votre quartier, cogne à votre porte. Alors, je viens de m'établir dans votre quartier et donc, moi, ma compagnie d'assurance avec laquelle je travaille fait des très, très bons prix. Je suis pas mal certaine que je serais capable de vous faire payer moins cher que ce que vous payez actuellement pour vos assurances automobiles et habitation. Alors, on s'assoit ensemble, j'ai mon portable et puis je vous fais une soumission pour votre maison, pour votre automobile. Et là, ça vous coûte 500 $ de moins cher si vous faites affaire avec moi. Alors, vous êtes emballé. Je vous demande donc de me signer un chèque pour la totalité des frais de la police. Je vous émets tout de suite le document attestant votre police d'assurance. J'ai mon portable avec moi, j'ai mon imprimante. Alors, je vous remets ça, je pars avec le chèque, je l'encaisse. Mais vous n'avez jamais été assuré parce que je ne suis pas une vraie représentante en assurance. Je suis juste venue faire à croire que je vous vendais un produit d'assurance et je suis partie avec votre argent. Alors, comment pas se faire avoir dans des trucs comme ça? C'est que, premièrement, on ne fait jamais de chèque au nom d'une personne, d'un représentant, toujours au nom d'une compagnie qui est inscrite à l'Autorité des marchés financiers et toujours confirmée avec la compagnie d'assurance que vous êtes bien assuré. Parce que ces gens-là, ils ont perdu peut-être 500 $. Mettons que leur assurance, ça leur a coûté 500, mais c'est pas si grave que ça. Ce qui est plus grave encore, c'est s'il arrive un sinistre, la maison prend feu, et là, ils perdent tout parce qu'ils sont pas assurés. Ils n'ont pas d'assurance, la compagnie d'assurance ne les connaît pas, et ça, c'est encore plus grave. Donc, tout simplement de vérifier auprès de la compagnie que votre police est bien en vigueur, c'est une façon d'éviter ce type de fraude-là. Alors, Michel, est-ce que tu vas nous donner des trucs? Oui, oui.
Alors, on en a parlé un petit peu. Le premier truc, le premier indice, comme quoi on est en train de se faire frauder, on se fait promettre des rendements élevés, garantis, pas de risque. Hein? J'ai du 15 du 20 du 30 des fois ils nous disent ça par mois, garanti, pas de risque. Sauvez-vous parce qu'il y a une loi en investissement. C'est que plus le rendement premier est élevé, plus le risque est élevé. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Si vous êtes capable de vous en sortir et de trouver des placements à haut rendement sans risque, appelez-moi, parce que moi aussi, je vais investir, je vais prendre ma retraite un peu plus jeune. Hein? Quand ils vous disent garantie, pas de risque, garantie, comme Valérie a dit, garantie, mais par qui? Par quoi? Par vos belles paroles? Non. Hein? Il faut vérifier que ce soit vraiment garanti, soit par une banque ou par la SADC ou l'assurance dépôt d'autorité. Contact non sollicité. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, il vient, il vous rencontre, toujours une très bonne affaire à vous proposer, mais vous ne connaissez pas la personne, puis elle devient bien, bien amie avec vous. Elle devient amie avec vous, pas nécessairement pour vos beaux yeux, mais parce que pour votre portefeuille. Hein. Alors attention aux gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas sollicité. On vous demande de prendre une décision très rapidement. Ça, c'est un classique. Il faut que vous investissiez absolument d'ici à demain parce qu'après ça, ça disparaît. Il n'y a jamais rien d'aussi urgent que ça. Hein? Prenez le temps de réfléchir. Encore une fois, prenez le temps de bien connaître le placement. Prenez le temps de connaître la personne et de vérifier qu'elle est inscrite à l'autorité. Donc, parce que ça, c'est un vieux truc de fraudeur. Vite, 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 dépêchez-vous parce qu'il ne veut pas que vous réfléchissiez. Confidentiel, on vous dit, parlez pas de ça à personne d'autre parce que sinon l'investissement va devenir moins intéressant, le gouvernement va s'en mêler, la gang de pas bon à l'autorité des marchés financiers, ils vont vouloir se mettre le nez là-dedans, puis eux autres, ils veulent pas que vous deveniez riches. Hein? Fait qu'ils vont dire, puis ils vont dire, les gens de l'autorité, les gens de la police, ils connaissent rien. Hein? Il ne faut pas leur en parler. Donc, c'est ça. Ils ne veulent pas que vous en parliez parce que nous autres, on vous dirait, vous êtes en train de nous faire avoir. Donc, quand on vous demande de rester de demeurer confidentiel, il n'y a aucune raison. OK? On vous dit qu'on vous donne de l'information privilégiée. Moi, je viens ici, je dis, je travaille pour telle compagnie pharmaceutique et la compagnie, soit qu'on va aller en bourse ou soit qu'on a trouvé un remède au Parkinson, au cancer, au sida. Et puis là, un coup que ça va sortir dans les journaux, l'action va, hein, ça va accoter le plafond en haut. Un, je n'aurais pas le droit de vous dire ça parce que c'est de l'information privilégiée, c'est illégal. Deux, c'est probablement tout à fait faux. Hein? Vous allez investir, je vais prendre votre argent, je vais me pousser avec. Je n'entendrai jamais parler de la pilule miracle. OK? Donc, attention à l'information privilégiée, illégale et généralement faux. On vous demande de recruter de nouveaux investisseurs. Ça, je parlais de Ponzi tantôt. C'est un truc de la Ponzi. Je monsieur ici, investissez avec moi. Les premiers mois, je donne un petit peu d'argent. Il dit ça aux autres. Les gens commencent à investir. Puis là, je dis, je vais vous donner un meilleur rendement encore si vous recrutez d'autres investisseurs. Ça, c'est jamais. Ça peut être problématique. Hein? Si je vous demande de recruter d'autres investisseurs puis je donne de l'argent pour ça, faites excessivement attention parce qu'à un moment donné, je vais me pousser avec tout l'argent. Puis vous, vos amis à qui vous avez demandé d'investir, ils ne sont pas très contents. Hein? Ils vont peut-être vouloir crever vos pneus ou faire autre chose. Vous casser les jambes, peu importe. Il faut faire excessivement attention à ça. Quand on vous demande de recruter d'autres investisseurs, maintenant, bon, ça c'était des indices qu'on est en train de se faire avoir, malheureusement. Il y a des astuces pour éviter. Hein? Il n'y a jamais rien de... Il n'y a pas de remède miracle pour éviter la fraude. Hein? C'est comme on essaie de bien s'alimenter, de faire du sport et tout, mais on peut quand même tomber malade. Mais on peut prendre des précautions de base pour éviter de se faire frauder. Consultez le registre de l'autorité. On va vous montrer comment tantôt. Vous pouvez aller sur le site de l'autorité et voir si la personne est bien inscrite. C'est bon d'être optimiste. Encore une fois, toujours consulter que la personne est inscrite auprès de l'autorité des marchés financiers. On va vous montrer comment. Ne pas faire de chèque au nom du représentant. Valérie vous en a parlé un petit peu. On voit ça souvent dans les assurances. On fait un chèque au nom d'un soi-disant représentant pour une assurance.
il empoche le chèque. Puis quand vous allez faire une réclamation, c'est du vent parce que vous n'êtes pas assuré. Même chose pour des placements. Si on vend des fonds communs de placement, des actions, vous ne devriez pas faire le chèque au nom de Michel Yarripi, vous devriez faire le chèque au nom d'une institution pour laquelle je travaille, OK? D'une firme de courtage ou d'une banque. Lire attentivement avant de signer. Hein? Demander de la documentation écrite. Parce qu'il y a des gens, nous, on voit ça des cas, les gens ont investi. On vous dit, montrez-nous la documentation qui vous a été remise. Ah, j'ai pas de documentation. Une poignée de main. Il a donné 40, 50 000 pièces à quelqu'un qui a une poignée de main et une tape dans le dos. Demandez de la documentation écrite et lisez la documentation écrite. Je sais que ça peut être plate, ça peut être ardu à lire, mais le représentant il est payé pour vous aider à comprendre. S'il ne veut pas prendre le temps de vous expliquer, changez de représentant. Okay? Donc, prenez le temps de lire attentivement avant de signer. Lisez les petits caractères, comme pour n'importe quel contrat. Encore une fois, évitez les informations privilégiées, hein? Des produits substituts à l'essence, puis des pilules miracles. Pour l'éternelle jeunesse, en date, ça n'existe pas. Donc, évitez ce genre d'informations soi-disant magiques-là. Posez des questions. Il n'y a rien de plus fatigant pour quelqu'un qui vous ment que de se faire poser un paquet de questions parce qu'à un moment donné, il va s'enfarger dans ses menteries. Hein? Soyez excessivement prudent et posez des questions, posez des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est votre argent que vous avez durement gagné. Hein? Alors, puis si vous n'aimez pas y répondre, allez ailleurs. Je vous disais que c'était important de vérifier si la personne est bien inscrite auprès de l'autorité. Allez sur notre site où vous allez pouvoir rentrer le nom de l'individu ou le nom d'entreprise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi appeler à notre centre d'information. Il y a des brochures à l'arrière. Je vois que certains d'entre vous en ont pris. À l'arrière de la brochure, il y a notre numéro de téléphone. On a du personnel. Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, ils vont pouvoir faire la recherche pour vous et vous allez avoir l'information immédiatement. OK? C'est comme vous voulez. On a un site Internet, mais on a encore des gens à l'autre bout qui sont au téléphone pour vous aider. Alors, je pense que Valérie va vous parler des plaintes. Oui. La bonne nouvelle, quand vous appelez chez nous à l'Autorité des marchés financiers, vous n'avez pas un gros menu téléphonique qui vous dit, si vous voulez vérifier si votre représentant est inscrit, appuyez sur le 1. Si vous voulez, si vous voulez parler à quelqu'un, appuyez sur tel numéro et c'est tout. Vous allez avoir accès à un agent d'information qui va pouvoir vous aider avec votre question sur les finances. Donc ça, je pense que c'est très appréciable. Alors, on va voir que dans certains cas, il y a possibilité de porter plainte. Je vais passer rapidement sur cette section. Je veux juste vous faire savoir qu'il y a un service de traitement des plaintes qui existe à l'Autorité des marchés financiers. Donc, lorsqu'il y a fraude, lorsqu'il y a tentative de fraude ou lorsqu'il y a fraude, il faut porter plainte. Donc, pourquoi il faut porter plainte et à la police et à l'autorité? C'est parce qu'on ne s'occupe pas des mêmes lois. Donc, la police, elle est chargée d'appliquer le code criminel. Donc, le code criminel prévoit certaines sanctions pour la fraude. Et l'autorité, nous, on a différentes lois, donc, et on peut également poursuivre les individus, imposer des amendes et imposer des peines de prison également, selon une décision du tribunal. Donc, si vous ne savez pas si c'est vraiment une tentative de fraude, vous n'êtes pas certain, appelez-nous et puis on va vous aider à démêler ça. Il n'y a vraiment pas de problème. On reçoit régulièrement des courriels, des demandes d'informations par téléphone pour vérifier si telle ou telle situation ou tel événement, c'est une tentative de fraude. Alors, je veux que vous sachiez aussi qu'il y a possibilité de porter plainte à l'Autorité des marchés financiers lorsque vous avez une mésentente avec votre entreprise de services financiers. Donc, ça peut être un assureur, ça peut être votre courtier, ça peut être un représentant ou votre caisse populaire. Je vais vous donner un exemple de mésentente. Vous avez une assurance habitation. Vous avez eu un sinistre, un dégât, et la compagnie d'assurance refuse de payer. Et vous n'êtes pas d'accord avec l'interprétation que la compagnie d'assurance fait de votre contrat. Bien, vous savez, si c'est clair, si c'est écrit dans le contrat que c'est pas couvert, ça c'est une chose. Mais s'il y a une question d'interprétation où on ne vous a pas offert le bon produit, ou là, à ce moment-là, il faut porter plainte et il faut porter plainte. C'est très, très simple. Tout d'abord, il faut toujours parler à un superviseur, un directeur. C'est la première étape. Je vous dirais, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui se règlent de cette façon-là. Hein, la personne de première ligne n'est pas toujours en mesure de satisfaire nos besoins, mais si on va parler à quelqu'un de plus expérimenté ou quelqu'un qui est son patron, souvent, il y a plus de pouvoir pour régler des choses.
Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut faire ça plus formel. Il faut faire une plainte par écrit puis expliquer on n'est pas content pourquoi, puis ce qu'on veut qu'il se passe pour que la chose se règle. Et là, à ce moment-là, on va avoir une réponse obligatoirement par écrit. Et là où l'autorité peut intervenir, c'est si ça ne se règle pas, à ce moment-là, on peut, dans certains cas, offrir des services de médiation. C'est gratuit. Faut qu'il y ait une entente. Là, il faut que l'entreprise soit d'accord, mais ça peut éviter d'aller devant les tribunaux, d'avoir engagé un avocat. Donc, des fois, ça peut se régler plus facilement comme ça, à l'amiable, et on passe plus rapidement à d'autres choses par après. Alors, nous avons amené 3 guides pratiques. Je ne sais pas si vous les avez vus à l'entrée de la salle. Si vous ne les avez pas pris, je vous invite à vous en prendre une copie lorsque vous sortez. Donc, tout d'abord, soyez à votre affaire pour ne pas perdre votre affaire. Alors, tantôt, on discutait un petit peu avant la conférence. Est-ce qu'il y a des étapes faciles à suivre si on ne veut pas être victime de fraude? Il y en a 5, donc c'est quand même assez simple. Et je vous invite à suivre le guide à chaque fois qu'on vous offre un placement ou une assurance. Et là, vous allez avoir vraiment un rappel des bons indices qu'on vous a donnés tantôt pour éviter d'être victime de fraude. On a également amené comment choisir avec qui investir. Parce que c'est bien beau de dire j'ai besoin de l'aide d'un conseiller financier, mais il y en a plusieurs sortes. Et puis, quelles questions je dois poser pour être certain de choisir le bon conseiller et quelles questions je dois poser pour être certain de bien m'entendre avec mon conseiller puis qu'on fasse un bon suivi de mon dossier. Donc, je vous conseille la lecture de ce petit guide. Et finalement, pour les personnes qui peuvent, à un moment donné ou une autre, avoir besoin d'aide pour gérer certaines de leurs affaires, il y a un guide qui s'appelle « La confiance, ça se mérite ». Alors, je vous donne un exemple. Vous quittez pour la Floride pour 6 mois et vous aimeriez confier la gestion de votre immeuble à revenus à quelqu'un d'autre. Ou, suite à un accident, une maladie, vous avez de la misère à vous déplacer, vous voulez demander à quelqu'un de votre famille de s'occuper de faire des dépôts, des retraits dans votre compte de banque. Donc, ce sont des situations où on doit être prudent. Alors qu'on fasse affaire avec un professionnel, un avocat, un notaire, ou qu'on demande à quelqu'un de notre famille, il y a des bons conseils là-dedans pour éviter les malentendus, éviter les problèmes, éviter les abus aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a rédigé ce guide-là en collaboration avec plusieurs organismes de l'industrie des services financiers. Alors, il y a une série de brochures qu'on offre à l'Autorité des marchés financiers sur l'investissement, l'assurance. Je vous invite à aller voir sur notre site web et vous pouvez les commander. Elles sont gratuites. Donc, vous appelez à notre centre d'information et on peut vous les envoyer par courrier tout simplement. Conclusion? Conclusion, bien, si ça fait peut-être à peu près 50 minutes qu'on vous parle, c'est quelque chose dont vous devez absolument vous souvenir. C'est quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être le cas, hein? Faites pas comme Mme Gagnon, posez vos questions avant d'investir. Hein? Informez-vous, comprenez bien. J'ai l'impression que Mme Gagnon ne comprenait pas dans quoi elle a investi. Donc, dans la vidéo, donc, encore une fois, souvenez-vous, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être le cas. Consultez notre centre d'information pour vous assurer que la personne est bel et bien inscrite. Commandez nos brochures éducatives. Hein? C'est gratuit. Ça, je vous ai dit qu'il y a des investissements rentables sans risque, ça n'existe pas. C'est le seul. Hein? Prenez le temps de lire nos brochures, je vous garantis, il n'y a pas de risque et c'est rentable. C'est le seul investissement que je peux vous vendre comme ça. Vous pouvez vous abonner à notre info courriel, vous pouvez visiter notre site web au www.l'autorité.qc.ca. Vous pouvez aller voir ça. Puis si jamais vous avez des jeunes, des petits-enfants, des jeunes à la maison, on a un site pour les jeunes qui s'appelle Tes Affaires, qui peut être intéressant à consulter aussi. Vous y avez accès par notre site principal. Donc, Valérie et moi, on va rester un petit bout de temps si vous avez des questions. Puis, sinon, merci beaucoup de l'invitation. On était venus il y a 2 ans. C'est toujours plaisant de venir vous voir. Merci beaucoup.